L'association OVNI Languedoc, créée en 2003, est basée dans l'Hérault. Elle étudie et enquête sur les phénomènes aériens non identifiés du département, mais si besoin, dans toute l'Occitanie. Même si elle approche des événements improbables, elle évolue dans la sphère ufologique avec prudence et raison. Est-ce que nous sommes seuls ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors Bouddha a dit un jour, il y a longtemps, trois choses ne peuvent pas être cachées bien longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Alors là, je vous invite à laisser loin derrière nous les deux premiers et on va tenter de s'approcher de la troisième. Alors, je vous convie à un petit voyage, vous allez voir, c'est pas très loin, la porte à côté. Et là, nous avons une caméra extérieure qui filme l'arrière de notre vaisseau spatial. Alors, c'est un vaisseau gravitique, hein, donc vous le ressentirez, vous pouvez fumer, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher, vous ne ressentirez ni les effets de l'accélération, ni les effets du freinage. Donc, ça va être rapide, hein, vous allez voir. Un petit passage en hyperespace. Vous voyez les deux personnages, les deux voyageurs ne sont pas effrayés. Là, ils sont devant l'écran principal vidéo du vaisseau. Hein. C'est un beau vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Nous avons franchi quelques centaines de milliers d'années-lumière, quelques dizaines de milliers d'années-lumière plutôt, et nous voyons notre propre galaxie telle qu'elle est vue d'un point extérieur, au plus extérieur de ces soleils. Cette galaxie, elle comprend en moyenne 300 milliards d'étoiles. 300 milliards. On hésite entre 200 et 400, mais je prie un chiffre moyen. Et on pense qu'autour de ces étoiles, de toutes ces étoiles, tournent à peu près, au moins 1000 milliards de planètes. Un trillion. Alors, au début de la semaine, on en a peut-être trouvé 2 ou 3 autres depuis, mais on avait découvert et confirmé, comme vous le voyez, on a découvert et confirmé 4868 exoplanètes distribuées dans près de 3600 systèmes, dont 804 systèmes multiples, c'est-à-dire comprenant au moins 2 planètes. Et 60 sur ces 4800, 60 sont considérés potentiellement habitables. Il faut être précis avec les mots. Habitable, ça ne veut pas dire habité, ça veut dire qu'il pourrait réunir des conditions telles qu'on ait de l'eau liquide et potentiellement des conditions favorables à la vie, y compris une vie primitive. Alors, la plupart de ces exoplanètes ont été trouvées en orbite autour d'étoiles de la classe M, c'est-à-dire des naines rouges. Le problème, c'est que les naines rouges, qui sont 100 fois moins lumineuses que notre Soleil et 100 fois moins chaudes, sont des étoiles en réalité très violentes. Elles émettent en permanence des flux de radiation, des éjections de masse coronale qui rendent les planètes qui tournent autour potentiellement inhabitables. D'autant que la plupart des planètes trouvées autour des naines rouges ont des orbites très proches de l'étoile, ce qui signifie, entre autres caractéristiques, qu'elles présentent toujours la même face à l'étoile, un peu comme la Lune présente toujours la même face à la Terre parce qu'elle en est très proche, à cause des forces de marée gravitationnelle
de l'étoile. Et si ces planètes n'ont jamais eu une atmosphère, il y a longtemps qu'elle a dû être soufflée par les flux de radiation, et en particulier les ultraviolets émis par l'étoile. Donc depuis quelques années, les chercheurs se concentrent essentiellement, ont tendance à se concentrer sur les étoiles de catégorie naine jaune et naine orange, c'est-à-dire les étoiles qui ressemblent le plus à notre Soleil. Alors les naines jaunes sont la classe G, la classe spectrale G, et les naines oranges sont de la classe spectrale K, pour ceux qui connaissent le diagramme d'Herschel-Russell de la séquence principale. À L2, ces classes d'étoiles forment à peu près 20% de l'effectif d'étoiles de la galaxie tout entière. Ce qui, sur la base de 300 milliards, représente 60 milliards. Alors si on regarde maintenant dans un rayon autour de nous, un rayon de seulement 100 années-lumière. Alors un rayon de 100 années-lumière, il faut voir ça non pas comme le rayon d'un cercle, mais comme le rayon d'une sphère. Or une sphère de rayon de 100 années-lumière a un volume de 4 200 000 années-lumière cubiques. Ça fait quand même un gros volume. Et là, on compte 512 étoiles G, comme notre Soleil. Donc, notre Soleil appartient à la catégorie naine jaune, G, et 947 étoiles K. Au total, 1459. Alors, les astronomes tendent à se concentrer sur ce type d'étoiles parce que on suppose que les planètes en orbite de ces étoiles sont les plus propices à avoir des conditions favorables à la vie. Alors, voici une publication. Alors, je voudrais préciser que tous les faits, ou les extrapolations de faits, ou les hypothèses sur les faits que je vous présente aujourd'hui, sont tirées uniquement de la littérature scientifique. Ça ne vient pas de tabloïds, ufologico, machin. Voilà, je suis un scientifique, donc je préfère agir. Alors, voici un article d'une équipe germano-américaine qui est paru dans Astrobiology en 2020 et dont le titre est « À la recherche d'une planète encore plus hospitalière que la Terre. Les meilleurs candidats pour un monde super habitable. » C'est nouveau, ça vient de sortir, comme disait Coluche. Alors le tableau, vous ne lisez pas là, mais vous allez voir, ça va devenir lisible. Alors de gauche à droite, la colonne noire tout à gauche, c'est le nom de code dans le catalogue Kepler du système planétaire en question. Les colonnes rouges désignent les caractéristiques, les paramètres. J'en ai choisi quelques-uns, pas tous, pour essayer d'alléger. Les paramètres des étoiles elles-mêmes, et les colonnes vertes représentent les paramètres des planètes qui sont autour, qu'on a identifiées et confirmées. Alors ici, je ne sais pas si vous me dites, si vous n'arrivez pas à lire, hein. La première colonne exprime la distance de ces systèmes à notre système solaire, à la Terre, par exemple. Elle est exprimée là en kiloparsec. Un kiloparsec pour 3260 années-lumière. Alors, le plus proche de nous, c'est ici 0,112 kiloparsec, ça correspond à environ 365 années-lumière. Et le plus éloigné, c'est celui tout en haut, là, 3,16 kiloparsec, soit un peu plus de 10 000 années-lumière. Donc, vous voyez, ce sont des systèmes qui sont relativement éloignés de nous. Cette colonne-là montre effectivement qu'on a regardé essentiellement les étoiles de type G et K. Alors je signale juste au passage que le chiffre qui suit la lettre G ou K exprime un indice de luminosité. Plus il est faible et plus la luminosité est grande. D'accord? Donc une étoile G1 sera plus lumineuse qu'une étoile G4 et etc. Cette colonne-là exprime l'âge du système
système planétaire en question, et si vous le voyez, si vous arrivez à le lire, la plupart sont plus âgés, voire beaucoup plus âgés que le nôtre. Le plus jeune est tout en bas, là, 0,76 milliards d'années, c'est en milliards d'années, donc 760 millions d'années. C'est un système, à mon avis, il n'y a rien dessus, il est trop jeune. Et le plus âgé, pardon, oh là là, c'est pas vrai. Chaque fois je me plante, voilà. Le plus âgé a 8 milliards d'années. Alors c'est 8 plus ou moins 2, donc vous voyez, ce sont des systèmes qui en moyenne sont beaucoup plus âgés que le nôtre. Ce qui est un indice plutôt favorable, sachant que notre système est âgé de 4 milliards 500 millions d'années environ, et qu'il y a au moins une planète où il y a non seulement de la vie, mais de l'intelligence. Alors les planètes maintenant, cette colonne exprime la période orbitale, c'est-à-dire la durée de l'année. Et si vous regardez bien, vous voyez que la majorité ont une année très proche de l'année terrestre. L'année terrestre est à 2 chiffres après la virgule de 365,25 jours. Et là, vous voyez qu'il y en a une qui est à 365,74. C'est la quatrième à partir du bas. Et puis ça tourne à 345, 362, 299, 370. Donc, vous comprenez, vous commencez à voir la signification du mot superhabitable. On a déjà des caractéristiques qui sont très proches de celles de la Terre. Cette colonne donne le rayon des planètes, exprimé en fonction de la référence rayon terrestre. Donc en haut, vous voyez que là, celle du haut est 75%, le rayon est 75% plus grand que le rayon terrestre. Et la plupart ont des rayons d'ailleurs légèrement plus grands, voire nettement plus grands. Il y en a une ou deux dont le rayon est très proche du rayon terrestre. Je rappelle que le rayon de la Terre est de 6300 km. Cette colonne-ci exprime là la distance de la planète à son étoile centrale rapportée à la référence du système solaire, la distance de la Terre au Soleil, qu'on appelle unité astronomique, équivaut approximativement 150 millions de kilomètres. Et donc là, on a des sous-multiples de cette planète. Et là encore, vous voyez que... Voilà. Là encore, vous voyez qu'on en a 2 ou 3 dont la distance est strictement, à quelques milliers près, la même que l'unité astronomique Terre-Soleil. Et beaucoup sont autour de 0,9, 0,8. Donc ça tourne très près des mêmes conditions stellaires que notre planète. Et enfin, la dernière colonne, elle donne les températures moyennes de surface estimées, température moyenne de surface, sachant que la température moyenne de la surface terrestre est de 14 degrés et des poussières. Donc de ces planètes. Certaines sont très chaudes, hein, vous voyez en haut de 150 degrés à peu près, 155, mais un petit groupe a des températures de surface qui sont assez proches de celles de la Terre, en particulier une qui 14,23, 11,59, 15,99, les autres sont légèrement différentes, mais ça reste dans un champ de poche. Donc voilà pour ces planètes qui sont considérées comme superhabitables. Dans cet article-là, paru dans The Astronomical Journal en 2021, lorsqu'un gros papier de 32 pages, il y a 82 co-auteurs. Hein. Il y a plusieurs équipes là, qui ont collaboré à ce papier.
Et celui-ci, le titre dit l'existence de planètes rocheuses en zone habitable autour d'étoiles semblables à notre Soleil, d'après les données Kepler. Alors Kepler, vous savez, c'est le télescope spatial qui a photographié pas mal de planètes, en particulier dans la constellation de la Lyre et la constellation du Cygne. Alors eux aussi ont regardé, là aussi c'est encore des étoiles de type Soleil, G et K, et ils ont calculé un indice. Alors ils ont regardé les planètes dont le rayon est compris entre 50% et 150% du rayon terrestre. Donc soit des subterrains, soit des superterres. Et on a un indice qui s'appelle, qui est appelé de la lettre grecque eta, avec le symbole de la Terre à côté, c'est eta Terre, qui représente la prévalence de ces planètes. Et selon deux approches. L'approche dite conservatrice, c'est-à-dire prudente, voire pessimiste, on va dire, et l'approche optimiste. Et ce paramètre eta, donc de prévalence, pour les conservateurs, déjà, il est déjà assez élevé, puisqu'il est compris entre 0,37 et 0,60, en moyenne, donc 0,48. Et les optimistes, entre 0,58 et 0,88, en moyenne, 0,73. Donc on arrive à des valeurs très hautes. Alors, tout ça sont des informations quasiment inédites, et tout ça, ça date de cette année ou de l'année dernière. Donc ce sont des choses que, il y a 30 ou 40 ans, on ne savait pas. Et donc, sur ces planètes avec un état de bonne valeur, sont considérés potentiellement habitables 300 millions. 300 millions. Dans la galaxie. Alors là, on peut se tenir le raisonnement suivant. Si seulement 10% de ce nombre abrite effectivement la vie, même sous une forme primitive, et si seulement 10% des précédentes abritent une vie intelligente, et si seulement 10% des précédentes encore abritent une intelligence technologique avancée capable de voyager, capable de voyage interstellaire, alors on serait en théorie en présence de 300 000 civilisations. Mais vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples. Parce que ce monsieur-là, dont vous avez déjà probablement tous entendu parler hier, il a été cité, Enrico Fermi, un jour déjeuner à la cantine du laboratoire national de Los Alamos, il travaillait aux expériences nucléaires, il était à la cantine avec trois de ses collègues, Konopinski, York et Thaler, qui est le père de la bombe à hydrogène. Et puis dans la conversation, ça c'est un peu une légende urbaine, parce qu'on n'est pas sûr que ça se soit passé exactement comme ça. Et depuis 50 ans, on dit que ça s'est passé comme ça. Entre un sandwich et une bière, donc, Fermi dit, mais attendez, messieurs, notre galaxie est âgée d'à peu près 10 milliards d'années. La galaxie. En 10 milliards d'années, la vie a dû évoluer depuis des formes primitives jusqu'au statut, au niveau de civilisation technologique évoluée. Or, nous ne voyons personne. Et donc il demande, where's everybody? Où sont-ils tous? Fermi disait on devrait être saturé de vaisseaux spatiaux qui viennent de loin, et on n'en voit aucun. Et on n'entend personne non plus. Donc, où sont-ils? En fait, ce que l'on sait moins sur le soi-disant paradoxe de Fermi, c'est que Fermi, en fait, il semble avoir posé la question comme ça, un peu à la cantonade, un peu pour rigoler, on pourrait dire. En fait, il y réfléchissait depuis déjà assez longtemps, et la preuve, c'est qu'il a élaboré un modèle mathématique qui s'appelle le modèle exponentiel de Fermi.
qu'on peut matérialiser par ce graphique. Alors c'est le nombre de planètes colonisées par la race humaine en fonction du temps. Ceci étant bien entendu projetable sur d'hypothétiques civilisations étrangères. Alors le graphique, voilà. En ordonnée, vous avez le nombre de planètes colonisées en milliards, donc de 0 à 400. Lui, il avait résolu jusqu'à 400 milliards. Et en abscisse, le temps en millions d'années. Et les calculs qu'il avait fait montraient, si vous suivez la vue de bas, voilà, que la race humaine aura colonisé 400 milliards de planètes dans la galaxie à partir du moment où l'humanité a acquis la technologie de voyage interstellaire, dans à peu près 23 millions d'années. Mais comme il projetait ce modèle sur d'autres éventuelles civilisations, il sous-entendait bien entendu que toutes les courbes rapportées à chaque civilisation ne se confondaient pas. Ainsi, on peut très bien imaginer que certaines civilisations aient pu démarrer leur expansion dans la galaxie bien avant la nôtre, par exemple 1 million d'années après leur début, mais aurait eu aussi pendant quelque temps une progression exponentielle qui aurait atteint un plateau et peut-être se serait effondré, aurait disparu avant que nous commencions notre propre expansion. D'autres encore peuvent avoir eu une progression en temps de scie, pour des raisons diverses et variées, extinction, comme celle qu'a connue la Terre, etc. Et d'autres enfin ont pu avoir une expansion beaucoup plus tardive que la nôtre et peut-être plus linéaire. Moi, j'ai projeté la pensée de Fermi dans le graphique, mais peut-être qu'il n'avait pas vu les choses exactement comme ça, mais en tout cas, il donnait pour l'espèce humaine des prévisions en les projetant sur d'autres civilisations. Parce que dire simplement que nous aurons colonisé 400 milliards de planètes dans la galaxie dans 23 millions d'années, en soi, ça n'a qu'une valeur relative. Alors, le paradoxe de Fermi, en réalité, c'est pour ça que je vous ai dit soi-disant, c'est qu'il n'a de paradoxe que le nom, pour une raison simple, c'est qu'il admet des solutions qui sont toutes hypothétiques, mais dont ce sont des hypothèses extrêmement plausibles. Alors, il y en a, à l'heure actuelle, on compte à peu près 70 hypothèses, 70 solutions hypothétiques au paradoxe de Fermi. Je n'en ai listé que 12 ici. Alors, la première, c'est l'hypothèse de la prime directive. Ça serait l'équivalent du premier de nos 10 commandements. Et en langage extraterrestre, ça pourrait vouloir dire tu n'auras pas commerce avec une espèce qui est technologiquement inférieure à la tienne. Bon, la parole divine. Ce à quoi, personnellement, je pourrais répondre tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Comme certains scientifiques pourraient le laisser penser. Bref, il y a l'hypothèse du zoo. On nous aurait enfermés sur Terre, du moins dans le système solaire, pour nous observer, nous étudier, mais sans intervenir. Elle montrerait peu d'intérêt pour notre espèce. C'est pas très flatteur, mais ça les regarde. Elle n'aurait aucun besoin ni désir de coloniser la galaxie. Ça aussi, ça les regarde. Ou bien elles auraient renoncé à une croissance exponentielle, contrairement à nous, qui avons une progression exponentielle. Puisqu'en moins de 2 siècles, notre science et technologie a progressé plus dans les 4000 ans qui ont précédé. Ah, celle-là est intéressante. Nous serions la première civilisation avancée. Forcément, si nous sommes la première, on ne peut pas voir les autres. Celle-là plaira certainement à tous les adeptes de la théorie des anciens astronautes,
Nous sommes nous-mêmes issus d'une colonisation. Ou bien, on ne les voit pas parce qu'elles auraient été confrontées à des difficultés technologiques insurmontables. Ce qui est relativement logique, puisque compte tenu des distances et des intervalles de temps qu'il faut regarder quand on parle quand on parle cosmique, quand on parle galaxie, là on parle plus ni en espace ni en temps, mais en espace-temps. Donc là, les deux dimensions, enfin, du moins les 4 dimensions se confondent. Hein. Donc on ne peut pas franchir les espaces interstellaires parce qu'ils ont peut-être leur propre théorie de la relativité, n'est-ce pas? Bon. Ou bien elles auraient subi des extinctions naturelles, un peu comme la Terre a subi des extinctions naturelles. Ou bien se seraient autodétruites parce qu'elles ont mal suggéré leur planète, etc. Ou bien se seraient détruites entre elles par des guerres interstellaires. Donc. Il y a l'hypothèse aussi que si nous ne les voyons pas et nous ne les entendons pas, c'est qu'elles utiliseraient des moyens de communication totalement inconnus de nous. C'est pas très facile à imaginer, mais c'est plausible. Ah, certaines disent, nous avons peut-être été oubliés. Alors peut-être que toute une escadre est passée à une année-lumière du Soleil au début du XIVe siècle. À l'époque, il n'y avait pas de signaux électromagnétiques détectables, donc ils sont passés sans nous voir, ce qui est un peu dommage, parce qu'au début du XIVe siècle, ils auraient pu s'arrêter pour empêcher la destruction des Templiers. Ouais, c'est une autre histoire. Et enfin, en de ma liste, nous avons été régulièrement visités à notre insu. Alors là, bien entendu, c'est l'hypothèse qui plaît à la plupart des ufologues. Et personnellement, je dis pourquoi pas. Alors l'autre article, celui-là dans The Astrophysical Journal de 2020, alors j'ai ajouté par précision le 15 juin, vous allez voir pourquoi. 15 juin 2020. Donc ces auteurs, là, Wesley et Hans Weiss, ils ont analysé les paramètres astrobiologiques pour la vie intelligente selon 2 scénarios. Un scénario faible et un scénario fort. Alors, leur conclusion, c'est qu'il y aurait au minimum, selon le scénario, de 36 à 928 civilisations suffisamment avancées pour pouvoir communiquer avec nous. Le lendemain, le 16 juin, le site web de l'Institut SETI en Californie affichait « Y a-t-il seulement 36 sociétés extraterrestres ?» Et Stan Shostak, qui, comme vous le savez, astronome en chef de l'Institut SETI, lui dit « Personnellement, je crois que le minimum absolu serait plutôt 70. » Donc chacun a son idée, mais lui, là, je suis persuadé qu'il n'a pas dit les choses comme ça au flanc, il avait dû faire ses propres calculs statistiques et abouti à une conclusion qui finalement, elle entre un peu dans celle du papier précédent. Alors, qu'il y en ait 36, 70, 928 ou 300 000, est-ce qu'on peut avoir une idée d'un nombre plus exact, plus proche de la réalité? Et ce monsieur-là que vous connaissez, Frank Drake, en 1960, il avait 30 ans. Hein. Donc déjà, vous voyez le cerveau. Il a proposé un modèle pour calculer le nombre de civilisations théoriquement capables de communiquer avec nous. Et c'est là, bien entendu, la célèbre équation de Drake. Alors là, il faut être un peu précis. Pardon pour la longueur, mais je crois qu'il faut pouvoir expliquer les choses. Cette équation, elle dit quoi? Elle dit que N, c'est le nombre de civilisations capables de communiquer est égal au produit de ces 7 variables. R étoile, FP, NE, FN, FI, FC, L. R étoile, c'est
la fréquence moyenne de formation des étoiles. Fp, c'est la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes. Ne, c'est la fraction de ces planètes possédant un écosystème, c'est-à-dire potentiellement habitable. Fl, c'est la fraction de ces planètes abritant effectivement la vie. Fi, c'est la fraction de ces planètes abritant une vie intelligente. Fc, c'est la fraction de ces planètes qui abritent une civilisation ayant développé, sinon le voyage, du moins la communication interstellaire. Et enfin, L, c'est un paramètre très important qui renvoie aussi un peu au modèle exponentiel de Fermi. C'est la longévité moyenne de ces civilisations capables de communiquer. La longévité, parce que vous avez vu sur le graphique de tout à l'heure que certaines civilisations peuvent exister pendant un certain temps et s'éteindre au bout de tant de millions d'années, peu importe, avant que d'autres voient le jour et se répandent entre les étoiles. Nous avons une longévité actuelle en tant que civilisation, je ne précise pas en tant qu'espèce, mais en tant que civilisation, d'à peu près 11 000 ans. Si on regarde le plus ancien site de construction connu, qui est à Göbekli Tepe, en Turquie. Alors, le problème que pose cette équation, c'est que on ignore absolument la valeur qu'on peut attribuer aux 5 derniers paramètres. Là, on n'a aucune donnée qui permette d'affirmer quoi que ce soit. En revanche, pour le premier, R étoile, fréquence moyenne de formation des étoiles, on estime actuellement, et c'est basé sur des données réellement scientifiques, qui se forment dans la galaxie par année, par an, 7 étoiles. Donc 7 étoiles naissent par an dans la galaxie. Vous allez voir où je vais en venir. Et pour Fp, fraction des étoiles possédant des planètes, on peut là aussi extrapoler par rapport au nombre que nous connaissons déjà. Vous avez vu qu'on en a dénombré à peu près un peu moins de 5000. Et si j'ajoute les candidats planètes, on a à peu près 7000 planètes en tout. Mais les candidats ne sont pas encore confirmés. Donc, R étoile et Fp, on peut extrapoler, mais dans une certaine mesure. Parce qu'il n'est pas sûr que statistiquement, on puisse extrapoler entre 4868 planètes actuellement confirmées et pour l'ensemble de la galaxie. Mais c'est une bonne base de départ. Mais comme je vous le disais, les 5 derniers facteurs qui sont les plus importants, ceux-là, oh, mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet engin. Cela, bien entendu, on ne peut rien dire. Alors cette équation, pensez bien qu'il y a un tas de gars, de chercheurs, de scientifiques, de mathématiciens et d'astrophysiciens qui sont jetés dessus, comme la misère sur le bas carré, la Vérole sur le bas carré, pour essayer de la tourner de façon à ce qu'on puisse la faire parler un peu mieux. Je vous dirai tout de suite que personne n'y a réussi, mais il y a eu en particulier 2 approches. Alors comme pour tout à l'heure, l'approche élémentaire qui sera plutôt optimiste, et l'approche conservatrice qui, comme tout ce qui est conservateur, est, disons, prudent, pour ne pas dire frileux, pour ne pas dire pessimiste, pour ne pas dire sceptique. Et on en connaît quelques mots, hein, les sceptiques, dans le domaine ufologique, j'entends. Alors ça donne ce graphique. Alors les barres bleu ciel, c'est l'approche élémentaire, donc plutôt optimiste, et les barres oranges, c'est l'approche conservatrice. Alors en abscisse, en ordonnée, pardon, ici, c'est la probabilité d'existence en pourcentage des systèmes qui sont listés en abscisse. Alors ces items sont, de gauche à droite, la formation des galaxies, les étoiles qui sont convenables, les systèmes planétaires, les planètes de type terrestre, les planètes abritant la vie,
les planètes abritant la vie intelligente, les mondes habitant des civilisations technologiques, des civilisations qui ont la motivation au voyage interstellaire, et enfin celles qui ont effectivement réussi le voyage interstellaire. Vous voyez que, à part le premier item, la formation des galaxies, tout le monde est à peu près d'accord, parce que ça, je crois que plus personne ne peut douter que des galaxies se soient formées. À part ça, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même un grand désaccord entre les optimistes, les barres bleues, et les, disons, les prudents, les barres oranges. Et vous voyez, tout au bout, là, il y a deux petits pavés que je n'ai pas encore cités. Cela représente les visites extraterrestres en probabilité. Et là, alors déjà, les optimistes les situent autour de 0,19%, ce qui fait 1,9 pour 1000. Et les pessimistes, alors, c'est 4 millionièmes de pourcent. 4,3 millionièmes de pourcent. Vous voyez, tout ça, c'est pas lourd. Mais ce sont des données d'abord qui ont déjà, ne sont pas de cette année ni de l'année dernière, hein, je ne me souviens plus quand. Mais on va pouvoir rectifier les choses au fur et à mesure, vous allez voir. Alors j'ai souvent prononcé le mot de colonisation. Alors nous, humains, sommes une espèce éminemment colonisatrice. C'est-à-dire, au sens premier du mot, nous sommes des explorateurs et des pionniers. Grâce à une qualité que jusqu'à présent l'homme est le seul à présenter, c'est la curiosité. L'homme veut toujours savoir ce qu'il y a sur la colline qu'il voit, derrière la colline qu'il voit à l'horizon. Mais les véritables colonisateurs galactiques, ce sont les a priori, les civilisations dites de l'échelle de Kardashev. Tout le monde entend parler de l'échelle de Kardashev. Alors lui, il a classé les civilisations en fonction de l'énergie qu'elles peuvent manipuler. Ce qui donne, a priori, ces graphiques. Alors, on a ordonné les types de Kardashev, les types de civilisation, et en abscisse, c'est l'énergie en watts. Alors, on a les trois types que vous connaissez tous. Type 1, qui peut manipuler l'énergie totale de sa planète mère. Alors, ça vaut à peu près, c'est de l'ordre de 10 puissance 16 watts. Donc, 10 milliards de watts. Les civilisations de type 2, elles pourraient manipuler 10 puissance 26 watts, ce qui correspond à l'énergie totale produite par leur étoile centrale. On pense que notre Soleil dissipe à peu près 10 puissance 26 watts d'énergie. Même si vous divisez par 1000 pour avoir le kilowatt, ça fait un chiffre conséquent quand même. Et enfin, les civilisations de type 3 sont en théorie capables de maîtriser l'énergie totale de la galaxie, soit 10 puissance 36 watts. Bon, voilà. Voilà. Bon, c'est dommage, je ne peux pas trop bouger comme je voudrais, mais bon. Voilà, donc, voilà trois types de civilisations qui sont archi-connues dans la classification des Kardashev. Mais là, ce que l'on sait moins, là encore, c'est que Kardashev, en réalité, avait modélisé deux autres classes de civilisations. Les civilisations de type 4, qui sont censées pouvoir maîtriser 10 puissance 46 watts d'énergie, ce qui pourrait correspondre à l'énergie totale d'un amas local de galaxies. Vous savez que nous, notre galaxie fait partie de ce qu'on appelle l'amas local, qui groupe la Voie lactée, la galaxie d'Andromède, les nuages de Magellan, et puis 3 ou 4 autres petites qui tournent autour. Et enfin, le type 5,
qui pourrait maîtriser 10 puissance 56 watts. Alors personnellement, je ne sais pas ce que ça représente, 10 puissance 56 watts, c'est tellement gigantesque, on peut penser que ça correspond à une partie de l'univers observable. On va dire, mettons, 100 ou 200 millions de galaxies entières. Alors, il y a une autre façon de classer les civilisations, c'est non plus en regardant l'énergie qu'elles peuvent maîtriser, mais la vitesse à laquelle elles peuvent se déplacer. Fonction de l'équation V égale alpha C. Donc, où V est la vitesse, C, bien entendu, c'est la vitesse de la lumière, et alpha, c'est un facteur multiplicatif qui s'appelle le facteur warp. Alors, warp, vous le savez, c'est la distorsion. Si vous ramenez ça, alors c'est le facteur qui est un équivalent de sous-multiple ou de multiple de la vitesse de la lumière. Sachant que, bien entendu, les lois de la physique interdisent d'atteindre et a fortiori de dépasser la vitesse de la lumière. Mais avec la distorsion, si vous vous référez au modèle de Miguel Alcubierre, par exemple, on peut avoir une distorsion de l'espace-temps qui permet de se déplacer plus vite que la lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le vaisseau qui se déplace, c'est l'espace-temps tout entier. Donc, c'est le facteur warp. Alors, lorsqu'alpha est à peu près égal à 0,1, c'est-à-dire à 10% de la vitesse de la lumière, on a ce qu'on appelle des explorateurs du système solaire, comme nous. Alors, pour ça, passer d'un bout de la galaxie à l'autre, temps de transit, ce serait supérieur, voire très supérieur à 400 000 ans. Lorsqu'alpha est égal à 1, une fois la vitesse de la lumière proprement dite, là ce sont les colonisateurs à sens unique, c'est-à-dire sans retour, qui vont se déplacer à bord de gigantesques vaisseaux qu'on appelle des arches spatiales ou des vaisseaux mondes, où ils ont recréé les conditions d'habitabilité de leur monde d'origine et donc des vaisseaux de 100, 200, 300 km de long, voire plus, qui abritent la majorité de leur population, sinon leur population tout entière. Et bien entendu, dans ce cas-là, ceux qui arrivent, les habitants de ce vaisseau qui arrivent à destination, sont les lointains descendants de ceux qui sont partis. Or cela, c'est un temps de transit galactique à peu près 400 000 ans. Après, alpha évoque 100 fois la vitesse de la lumière. Là, ce sont des explorateurs d'amas d'étoiles, toujours à l'intérieur de la galaxie, ce qu'on appelle les amas globulaires, qui groupent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 étoiles. Là, on a 100 fois la vitesse de la lumière, on a un temps de transit galactique de 400 ans, à peu près. Là, alpha vaut 1000 fois la vitesse de la lumière. Temps de transit galactique. Non, là, pardon, avant c'était 4000 ans, là c'est 400 ans, pardon. Là, ce sont des colonisateurs de cadrans, donc cadrans galactiques, unstoppable, ça veut dire irrésistibles. Donc, ils sont déjà tout puissants. Alpha vaut 1 million de fois la vitesse de la lumière. Temps de transit galactique, 1 an. Et là, ce sont des colonisateurs galactiques irrésistibles. Encore une fois, je répète, ceux-ci, comme le modèle précédent, sont des modèles. Hein. Bien entendu, on ne peut pas savoir actuellement si ça correspond à une certaine réalité. Mais il est toujours bon de modéliser les choses, surtout en physique. Et enfin, le dernier, alpha égale 100 millions de fois la vitesse de la lumière. Temps de transit galactique, 1 jour. Et là, ces civilisations-là, si elles existent, elles sont godlike, c'est-à-dire pareilles aux dieux, du niveau divin. Voilà, deuxième modèle. Donc. Alors, il y a une théorie intéressante qui est apparue il y a 2 ou 3 ans, c'est tout récent donc, modèle de colonisation galactique, la théorie de la percolation.
Alors c'est quoi la théorie de la percolation? Comme son nom l'indique, ça correspond à verser des filets d'eau sur un volume, sur un récipient rempli de sable, ou si vous préférez, de café. Vous versez ces filets d'eau, l'eau s'infiltre, elle va mouiller certaines parties du café et va en laisser d'autres sèches. Alors ça, j'ai eu l'aimable autorisation de l'auteur du livre, Keith Copeland, qui a écrit le Contact Paradox, le paradoxe du contact, qui est paru en 2019 chez Bloomsbury, en Angleterre. Et la théorie de la percolation est due à Jeffrey Landis, qui est astrophysicien à la NASA. Alors voilà un schéma c'est un schéma en 2 dimensions, mais qui est en fait, qui fait partie d'un volume à 3 dimensions, et même 4, si on met le temps, puisque le temps a une valeur là aussi. Alors les cercles rouges désignent les civilisations qui colonisent activement. Les cercles gris clairs, celles qui ont cessé de coloniser. Bon, comme vous avez vu, une solution paradoxe de Fermi, elles en avaient marre, ou elles ne pouvaient pas, ou peu importe les raisons. Et enfin, les régions sombres, tout ça, c'est les régions de l'espace qui n'ont pas encore été colonisées. Et voilà que ça s'intègre comme une énième solution au paradoxe de Fermi, parce que cette théorie, elle dit que si nous ne voyons personne, c'est que nous sommes encore, nous, terriens, humains, dans une région de l'espace que la vague de colonisation n'a pas encore atteint. C'est QLT. Alors, tout ce que je viens de vous dire part sur des considérations de nature, on regarde les extraterrestres en général comme des êtres, des créatures biologiques. Mais et si c'était des intelligences artificielles, c'est-à-dire des machines intelligentes, qui seraient eux, les véritables colonisateurs de la galaxie, au moins de la nôtre, peu importe les autres, on sait rien. Alors il y a au moins une école qui considère cette possibilité de façon extrêmement sérieuse. Et vous allez voir que les gars, c'est pas les premiers venus. Stephen Keck, astrophysicien à la NASA, Seth Shostak, dont je vous ai parlé tout à l'heure, astrophysicien à l'Institut SETI, Abraham Loeb, professeur d'astrophysique à l'université de Hague, et Lord Martin Rees, professeur d'astrophysique et de cosmologie à l'université de Cambridge. En dehors de son titre de noblesse bien réel, il est également tout ça. Alors voilà des gens, et ils ne sont pas les seuls, je ne citais que cela parce que ce sont les plus connus, qui considèrent de façon très sérieuse la possibilité que ce que nous appelons les extraterrestres sont en réalité des intelligences artificielles. Il y a un certain nombre de publications qui sont parues ces dernières années considérant ce modèle-là. Bon, j'ai pris un ou deux exemples, par exemple celui-ci de Osmanov, qui est paru dans l'International Journal of Astrobiology de Cambridge l'année dernière, à propos des microsondes interstellaires autoréplicantes de von Neumann. Et celle-ci de, justement, Lord Martin Rees, qui est paru sur le site de Conversation. Pourquoi l'intelligence extraterrestre est probablement plus artificielle que biologique? C'est paru ça le 18 octobre de cette année. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il doit y avoir une machine idéale. Et la machine idéale, elle a été conçue par ce monsieur, qui est John von Neumann, qui est un des esprits les plus brillants du XXe siècle. Je dis bien un des esprits les plus brillants. Il a étudié des domaines aussi divers que de la géométrie à l'informatique, en passant par la mécanique quantique, et j'ai mis en bas des points de suspension parce qu'il y en a d'autres. Et il a conçu en particulier, je dis bien conçu,
ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann, sur laquelle sont basés tous les ordinateurs depuis l'origine, dans les années 40, jusqu'à ce que l'on a devant nous. L'architecture de base, on la doit à von Neumann. Et il a conçu la machine autoréplicante, qu'on n'a pas encore réalisée, nous en tout cas. Mais il a vu la globalité de ce que ça représente en termes de physique, en termes de mathématiques aussi. Alors voilà la machine de von Neumann. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. C'est un schéma basique. Hein. Mais vous voyez que donc en bas, vous avez une ligne d'instruction, c'est-à-dire un programme. Et en haut, un organe de construction. Parce que la machine de von Neumann, elle utilise les éléments qui sont à sa disposition dans son environnement pour plusieurs choses. D'abord pour se maintenir en bon fonctionnement elle-même. Ensuite pour apprendre. Ce sont des machines capables d'apprendre. Ensuite pour fabriquer des copies d'elles-mêmes, des clones si vous préférez. Et enfin pour apprendre à ses enfants, à ses copies, ce qu'elle-même a appris. Ce qui veut dire des capacités semblables à celles d'un être vivant intelligent tel que l'homme, par exemple. Et même, probablement, dans un avenir pas très lointain, supérieur. Alors ici, sur ce deuxième tableau, vous voyez que vous avez 5 générations de machines. Et ici, la machine elle-même, par accident, ou le constructeur l'a prévu au départ, il y a 10 millions d'années par exemple, on a introduit une mutation. Donc la machine a un, entre guillemets, gène mutant qui va se transmettre aux générations suivantes. Et c'est symbolisé ici par la petite fleur qui pousse sur les machines. Une mutation électronique, peu importe. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais le principe est là. Et donc, dans ce modèle, des machines intelligentes de ce genre pourraient, en un temps record, je dis bien en un temps record, ça veut dire en quelques millions, voire en quelques centaines de milliers, voire en quelques dizaines de milliers d'années, coloniser toute une galaxie comme la nôtre. Ces civilisations, qu'elles soient mécaniques, biomécaniques ou biologiques, je sais, mais je vais devoir dépasser un peu parce que les explications, c'est nécessaire, sinon personne ne comprend rien. Si je me contente des grandes lignes, on va me poser des tas de questions après. Voilà. De toute façon, c'est pas très loin de la fin. Adam Frank, qui est professeur d'astrophysique à New York, dit « Une civilisation, par nature, cherchera par tous les moyens à produire de l'énergie. Et les formes d'énergie ne sont pas si nombreuses que ça dans l'univers. » Et il ajoute « Les extraterrestres ne sont pas des magiciens. » Et avec cette phrase, il coupe la tête à une idée qui avait commencé à se répandre ces dernières années dans certains milieux ufologico-philosophiques ou philosophico-ufologiques, comme on voudra. Les extraterrestres ne sont pas des magiciens. Alors, les formes d'énergie, on peut les détecter par ce qu'on appelle des technosignatures. Les signaux électromagnétiques, la radio, la gamme de la lumière visible, y compris le laser, l'infrarouge, l'ultraviolet, et même l'X. On peut aussi penser à des particules comme les protons, des neutrinos, peut-être aussi des tachyons, pas encore imaginaires, on n'a pas démontré leur réalité physique. La composition atmosphérique, avec des spectrographes, on peut très bien analyser la lumière d'une étoile passant à travers l'atmosphère d'une planète qui est en transit dedans, et ainsi connaître la composition atmosphérique de cette planète. Alors si on trouve de l'oxygène et de l'azote, on dira bon, il y a peut-être de la vie. Mais si on trouve des molécules telles que des chlorofluorocarbones, on aura un indice fort d'une production par synthèse
parce que les chlorofluorocarbones n'existent pas dans la nature, n'existent pas à l'état naturel. On peut aussi voir comme Abraham Loeb le préconise, chercher, grâce à des télescopes, des artefacts dans l'espace. Ça peut être un astéroïde, un vaisseau spatial déguisé en astéroïde, une voile photonique, peu importe. Et enfin, les mégastructures, donc les mégastructures, c'est comme vous le savez, l'exemple type, c'est la sphère de Dyson, du nom de Freeman Dyson qui a conçu. On considère que les civilisations de type 2 sont capables de construire autour de leur étoile, quand je dis autour, ça veut dire à 100 millions de kilomètres, toute une sphère constituée de capteurs géants qui vont attraper l'énergie de cette étoile, la transmettre sur les planètes du système où elle sera convertie en électricité pour faire fonctionner cette civilisation. Un dilemme se pose à propos des civilisations potentiellement existantes dans la galaxie, le dilemme du contact. Parce que vous avez deux écoles. L'école SETI, qui eux veulent capter des signaux et essayer de voir s'ils véhiculent des messages, et l'école MATI, qui elle veut envoyer des messages vers d'éventuelles civilisations technologiques. Mais les premiers disent aux seconds, attention, vous voulez bien envoyer des messages, c'est bien gentil, mais vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber sur une civilisation suffisamment avancée pour remonter la trajectoire de votre signal et arriver ici. Et si par hasard cette civilisation est hostile, on pourrait ne pas aimer les conséquences. Alors, mais vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais on le sait qu'ils sont là. Ça fait 80 ans qu'on en parle. Seulement, il se trouve que jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas de preuves tangibles, irréfutables de la présence d'intrusions extraterrestres dans notre environnement. Mais maintenant, on a, sinon des preuves, du moins des indices très forts, des indices probants, très forts. Là, par exemple, c'est un dessin de l'artiste qui montre le célèbre événement de 2004, l'incident dit Tic Tac, où des F-18 du porte-avions Nimitz ont poursuivi des objets en forme de bonbon Tic Tac. Ou cette image tirée de la célèbre vidéo qui a fait le tour du monde en 2 jours, l'engin dénommé Gimbal. Mais ça s'est passé non dans le Pacifique, mais dans l'Atlantique en 2014 ou 2015. Alors, ensuite, les événements se sont précipités. On a appris l'existence de programmes qui étaient secrets à l'époque, qui ne le sont plus maintenant, et étaient programmes d'identification de menaces aérospatiales avancées. Le programme SA, programme d'application de systèmes d'armes aérospatiales avancées. Et tout ça sur fond de ce qu'on appelle les Special Research Programs, programmes d'accès spécial. Alors ça, comme disait Coluche, vous n'y êtes pas, vous. Hein. Ça, ce sont des programmes qui n'existent tout simplement pas. Leurs activités et leurs budgets sont encore plus noirs que le néant d'avant le Big Bang. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, presque simultanément, à l'espace de 2 ans, donc nous sommes en 2021, en 2019, le gouvernement des États-Unis crée la 6e branche de son dispositif militaire. Donc vous avez l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, le corps des Marines et les gardes-côtes. Et ça, l'arme spatiale, c'est la 6e arme, donc. La force spatiale des États-Unis. L'année dernière, au mois d'août, ça c'est l'annonce de CNN, le Pentagone crée le groupe de travail d'investigation des observations d'OVNI. Donc tout devient officiel. En l'espace de 3 ans, le gouvernement américain reconnaît l'existence, non pas d'extraterrestres, ce serait trop beau,
mais de quelque chose qui se balade dans nos cieux et dont on ne sait pas ce que c'est, du moins c'est ce qu'ils prétendent. Et enfin, le rapport qui cette année a été très attendu depuis 6 mois, mais qui finalement a déçu beaucoup de gens, c'est le rapport dit du Pentagone. Je dis dit du Pentagone parce qu'en réalité c'est le rapport du bureau du directeur, plutôt de la directrice, du renseignement national. Le renseignement national aux États-Unis groupe les 17 agences de renseignement. De la CIA, le DIA, l'ONI, la NSA, etc. etc. Et celui-là a été publié à destination du Congrès le 25 juin de cette année. Donc son titre c'est « Phénomènes aériens non identifiés, évaluation préliminaire ». J'ai dit qu'il était décevant parce qu'il ne compte que 9 pages, ou 9 pages dans lesquelles la possibilité que les UAPs, comme on dit aux États-Unis, les PAN, comme on dit en France, phénomènes aériens non identifiés, pourraient représenter des intrusions extraterrestres. Cette possibilité-là ne figure que parmi l'une des plusieurs possibilités qui ont été listées dans le rapport. Mais à côté de ça, on sait, parce que c'est les autorités elles-mêmes qui l'ont dit, qui ont publié l'information, que ce rapport comporte une annexe ou plusieurs annexes, lesquelles feraient en tout 400 pages. Lesquelles annexes sont, elles, au contraire du rapport publié, sont toujours classifiées, c'est-à-dire secrètes. Et enfin, le 26 juillet dernier, là il s'agit d'un projet civil, c'est le projet Galileo, qui est lancé par l'université de Harvard et bien entendu par son astrophysicien, professeur d'astrophysique Abraham Loeb. Et ce projet Galileo, il est destiné à la recherche scientifique, systématique, de preuves de l'existence d'artefacts technologiques extraterrestres. Et il a un slogan, vous allez voir, il faut oser regarder dans de nouveaux télescopes. Pourquoi? Comme le dit Abraham Loeb, les philosophes qui à l'époque ont condamné Galilée n'ont même pas consenti à regarder dans sa lunette. Ces magistes et de Satan, bref, il ne fallait pas, on ne regarde pas. Pourtant, ils auraient pu, s'ils avaient voulu, ils auraient pu y voir les montagnes de la Lune, ou les 4 plus gros satellites de Jupiter, qu'on a appelés pour cette raison galiléenne, Io, Ganymède, Callisto et Orion. Et il termine en disant « ne commettons pas la même erreur ». Bon, il est temps de rentrer chez nous. En orbite terrestre, là où tout a commencé. Alors, le vaisseau, comme je vous disais, il fait 3 km de long, donc il ne se pose pas, hein, mais les hôtesses vont vous conduire aux salles de téléportation pour que vous puissiez débarquer. Et moi, je vous remercie infiniment.